Le retour du silence. Amour perdu. Une vérité à découvrir. On dit que le destin a ses propres règles et que même le plus profond des remords peut mener à la rédemption. Il y a 5 ans, Elena Vega, le cœur brisé et la vie anéantie, disparut sans laisser de traces. Elle fut exilée par des mensonges cruels et le mépris de son propre mari, Nicolas Salcedo, un magnate froid qui croyait qu'elle était une chasseuse de fortune et qui la chassa. Maintenant, dans un tourbillon de mystère et de pouvoir, elle revient. À ses côtés se trouve un enfant dont les yeux sombres et le sourire éclatant sont un écho indéniable de l'homme qu'elle a autrefois aimé. Êtes-vous prêt pour un voyage à travers le luxe, la trahison et un amour indestructible qui refuse de s'éteindre ? Préparez-vous à une histoire où le passé hante et l'avenir est réécrit à chaque battement de cœur. Aimez et abonnez-vous pour ne manquer aucun détail. Elena Vega se souvenait du moment où Nicolas Salcedo lui avait fait sa demande en mariage comme s'il était encadré d'or, capturant un moment parfait de joie. Ils étaient sur un yacht privé dans les eaux cristallines de Santorin en Grèce. Le soleil plongeait sous l'horizon, peignant le ciel de rose et d'or, assorti à la rougeur de ses joues alors qu'il s'agenouillait. Nicolas, héritier du conglomérat Salcedo, était audacieux, sûr de lui et d'une beauté éblouissante. Elena était une étudiante boursière d'origine modeste, douée d'un esprit vif et d'un cœur bon. Leurs mondes se sont rencontrés à l'université, allumant un amour qui semblait à la fois interdit et exaltant. Cela s'est passé rapidement. Dîner dans des restaurants prestigieux, cadeaux extravagants, secrets partagés à la lueur des bougies et une connexion émotionnelle profonde qui semblait incassable. La mère de Nicolas, la formidable Carmen Salcedo, essayait de cacher son dédain derrière des sourires cordiaux, mais son hostilité subtile bouillonnait toujours sous la surface. Pour Carmen, Elena n'était personne, une fille à la poursuite de l'immense fortune de son fils. Néanmoins, Nicolas insista pour poursuivre les fiançailles, ignorant les doutes de sa mère. Il croyait que l'amour pouvait surmonter n'importe quel obstacle. Peu de temps après leur éblouissante fête de fiançailles au penthouse Salcedo à Madrid, Elena commença à se sentir mal. L'odeur du poisson ou la moindre fragrance de café la rendait nauséeuse. Elle réalisa qu'elle pourrait être enceinte. Une visite au docteur Ruiz dans une clinique privée confirma la nouvelle. Elle portait l'enfant de Nicolas. Au début, un tourbillon d'émotions la submergea. Euphorie, anxiété et un sentiment inébranlable d'émerveillement. Un après-midi, elle trouva le courage de le dire à Nicolas lors d'un dîner tranquille. Il venait de rentrer d'une réunion de conseil d'administration stressante, et la tension était encore gravée sur son visage. Mais quand Elena prononça ces 3 mots « Je suis enceinte », toute son attitude changea. Une lueur de joie éclaira ses yeux. Cependant, les jours suivants, le doute et l'anxiété s'insinuèrent dans l'esprit de Nicolas. Il avait hérité d'un empire, d'une vie pleine de responsabilités, et le nom Salcedo pesait plus lourd que n'importe quelle montagne. Des rumeurs de ses prétendus de manigance pour se marier dans la famille pour la richesse se répandirent dans les hautes sphères comme une traînée de poudre. Bien que Nicolas ne l'ait jamais accusé directement, des doutes avaient repris racine, érodant lentement leur relation autrefois harmonieuse. La nuit fatidique, alors qu'Elena n'était enceinte que de 3 mois, Carmen la confronta. La matriarche Salcedo fit irruption dans le penthouse, brandissant des preuves d'une prétendue trahison. Un ensemble de fausses lettres d'amour d'Elena à un autre riche entrepreneur, Borja Mendieta. Les lettres étaient, de toute évidence, fabriquées, mais semblaient assez convaincantes pour un Nicolas déjà stressé. Carmen lui lança un ultimatum. « Quitte mon fils maintenant, ou je te ruinerai ». Dans un moment qui ressemblait à un rêve fiévreux, Nicolas confronta Elena, le cœur brisé. Elle tenta d'expliquer qu'elle n'avait jamais connu Borja Mendieta, que tout cela était un complot pour saboter leur relation. Mais Nicolas, déjà confus et déchiré par des loyautés conflictuelles, refusa d'écouter. Les accusations fusèrent, des mots durs furent échangés. Au summum de sa colère, il exigea qu'elle parte. Les larmes coulant sur son visage, serrant une petite valise, Elena quitta le penthouse et disparut dans la nuit. Elle ne savait pas où elle irait, seulement qu'elle ne pouvait pas rester là, enceinte et mal aimée. Cette nuit-là, tout ce qu'Elena connaissait s'effondra. Elle n'avait pas de famille vers qui se tourner. Ses parents étaient décédés des années auparavant, la laissant dépendante de bourses d'études et de petits boulots. La fierté lui brûlait la poitrine, mêlée à la douleur brute de la séparation. La trahison de Nicolas la piqua comme 1000 aiguilles, mais quelque chose de plus profond perça son âme, la connaissance que l'enfant en elle était désormais sans père. Dans un coin de rue humide, ses larmes se mêlèrent à la pluie fine.
Le reflet des lumières de la ville reflétait le chaos dans son cœur. Elle se demanda, Nicolas a-t-il vraiment cru ces lettres falsifiées, ou était-ce le plan de Carmen depuis le début? Elle serra son ventre de manière protectrice. Quoi qu'il arrive, elle protégerait son enfant. Elle s'assurerait que l'enfant ne se sente jamais mal aimé, même si elle devait tout laisser derrière elle. Et elle laissa tout derrière elle. Pendant 3 jours, Elena vécut dans une chambre de motel bon marché, payant avec les quelques économies qu'elle avait réussi à conserver. Elle fixa le papier peint qui se décollait, l'ampoule clignotante au-dessus d'elle reflétant son propre esprit vacillant. La douleur la traversait, physique due aux nausées de la grossesse et émotionnelle due à la tempête de la séparation. Elle réalisa qu'elle ne pouvait pas rester à Madrid. Le nom Salcedo planait sur la métropole comme une ombre omniprésente, impossible à éviter. Nicolas pourrait venir la chercher, ou pire, Carmen pourrait le faire. Chaque scénario la terrorisait. Elle avait besoin d'un nouveau départ, un endroit assez éloigné pour qu'elle et son enfant à naître puissent reconstruire une vie sans crainte d'être découverte. Elena appela son ancienne amie universitaire, Paula Duran. Paula venait de la petite ville côtière de Cadaqués à Gérone et lui avait toujours offert une épaule silencieuse mais ferme de soutien. Entendant la voix tremblante d'Elena, Paula insista pour qu'Elena vienne vivre chez elle. En quelques heures, Elena monta dans un bus, le cœur battant d'incertitude et de douleur, mais portée par une lueur d'espoir que Cadaqués lui offrirait la solitude dont elle avait besoin. À son arrivée, Paula l'étreignit chaleureusement. D'une voix douce et tendre, Paula ne lui fit pas la morale et ne posa pas de questions indiscrètes, offrant seulement un soutien indéfectible. Elle installa Elena dans une petite chambre d'amis de sa maison rustique surplombant le port tranquille. L'odeur de l'eau salée et du pain remplaça l'acier et le béton suffocant de Madrid. Au cours de la semaine suivante, Elena accompagna Paula à son travail à la bibliothèque locale. Entourée de livres usés et des murmures de pages tournées, Elena trouva une certaine paix. Elle passa ses heures libres à faire du bénévolat, à lire des contes de fées aux enfants et à aider les personnes âgées à naviguer sur Internet. Malgré l'insistance de Paula, elle refusa de parler de Nicolas. Sa douleur était encore trop vive. Pendant ce temps, elle se lia d'amitié avec une femme âgée nommée Rosa Jiménez, une enseignante à la retraite dont le sourire bienveillant lui rappelait sa défunte mère. Rosa observe silencieusement les yeux fatigués et les manières douces d'Elena. Un après-midi, Rosa s'approcha avec une offre gracieuse. Elle possédait une petite maison d'hôte de l'autre côté de la ville et avait besoin d'aide pour gérer ses réservations en ligne et son marketing. Elle proposa à Elena un emploi qui lui apporterait un modeste salaire. Ayant besoin d'un nouveau départ et d'une certaine indépendance, Elena accepta. Ainsi commença la création d'une nouvelle vie. Pensez-vous qu'Elena a pris la bonne décision en partant en silence, ou aurait-elle dû se battre davantage pour son mariage ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Pendant ce temps, à Madrid, Nicolas Salcedo ne trouvait pas la paix. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois, et Elena ne revint pas. Il lui avait crié de partir, mais au fond de lui, il avait espéré qu'elle riposterait, prouverait son innocence. Elle avait simplement disparu. Bien que sa fierté insistât sur le fait qu'il avait agi correctement, une voix persistante au fond de son esprit remettait en question les lettres. Il tenta de la retrouver, mais Carmen insista sur le fait qu'Elena n'était qu'une chasseuse de fortune qui avait finalement montré ses vraies couleurs. Conflit, Nicolas se jeta dans le travail, déterminé à réussir dans des expansions commerciales de Londres à Hong Kong. En même temps, Carmen poussa secrètement un soupir de soulagement. À son avis, un scandale avait été évité. Elle voulait que son fils épouse une jeune femme issue d'une famille prestigieuse avec une fortune tout aussi solide. Le nom Salcedo méritait une épouse qui apporterait des alliances et des affaires, pas des scandales et des séparations. Au fur et à mesure que les mois passaient, le cœur de Nicolas continuait d'être tourmenté par des questions. La nuit de la confrontation, il avait été témoin de la vraie douleur dans les yeux d'Elena. Il se souvenait à quel point elle avait été excitée en partageant la nouvelle de sa grossesse. Il se souvenait comment sa voix avait tremblé de peur authentique lorsqu'elle avait nié les lettres, et par moments étranges, il se retrouvait à rejouer des fragments de sa mémoire, cherchant un signe quelconque qu'elle aurait pu dire la vérité. Mais la fierté, une affliction inévitable pour un homme de son rang, l'empêcha de poursuivre. Il se dit que c'était pour le mieux, qu'elle l'avait probablement utilisé pour l'argent. Il se força à le croire, même si ce n'était pas entièrement le cas. Pendant ce temps, à Cadaqués, Elena commença à guérir. Elle géra les hauts et les bas de la grossesse, principalement seule, jusqu'à ce que Paula l'emmène chez un médecin local. Là, il fut confirmé que le bébé se développait sainement. Malgré la séparation, une étincelle de gratitude brillait en elle.
Elle avait son bébé, et elle déverserait tout son amour dans la vie qui se formait en elle. Quand sa fille, qu'elle nomma plus tard Violetta, vint au monde, Elena compta 10 petits doigts et 10 petits orteils. Des larmes d'adoration mouillèrent ses joues. Elle jura d'être tout pour Violetta, mère, amie et protectrice. Pourtant, les nuits étaient souvent agitées. Elle contemplait le visage de Violetta, qui ressemblait étonnamment à Nicolas, et se demandait « Violetta demanderait-elle un jour à propos de son père ?» Et si ce jour arrivait, Elena trouverait-elle un jour la force d'expliquer ? 5 années s'étaient écoulées, apparemment en un instant. Violetta était passée d'un nourrisson emmailloté à une fillette aux yeux brillants qui adorait les histoires avant de dormir. Elle avait une curiosité constante et une nature compatissante, un mélange de la gentillesse d'Elena et de l'étincelle de Nicolas. Pour Elena, la vie dans la pittoresque ville côtière s'était installée dans une sorte de douce routine. Elle travaillait assidûment à la maison d'hôtes de Rosa Jiménez, où ses compétences en marketing et en administration attiraient plus de clients chaque saison. Elle aida également Rosa à moderniser le site web de la maison d'hôtes, offrant des forfaits spéciaux pour des escapades romantiques, rédigeant des articles de blog sur les festivals locaux et téléchargeant des photos pittoresques. Au fur et à mesure que l'entreprise prospérait, la confiance d'Elena augmentait également. Paula resta sa plus proche confidente, offrant des conseils et gardant la petite fille au besoin. Bien qu'elle soit mère célibataire, Elena réussit à exceller. Elle économisa assidûment ses gains et veilla à ce que Violetta ne manque de rien. Chaque fois que Violetta poussait un cri de joie en voyant une mouette ou un Bernard l'ermite aux couleurs vives sur le rivage, le cœur d'Elena débordait d'amour et d'une petite pointe de tristesse. Elle souhaitait que Nicolas puisse voir l'émerveillement de sa fille, mais elle réprimait rapidement cette pensée. Pendant 5 longues années, Nicolas n'avait ni appelé, ni écrit, ni même tenté de les retrouver, du moins pas avec succès. Elle refusait de rouvrir d'anciennes blessures, mais le destin, souvent malicieux, avait d'autres plans. Rosa Jiménez décida d'agrandir sa maison d'hôtes et recommanda à Elena d'assister à une conférence sur l'hôtellerie à Barcelone pour établir des contacts avec des investisseurs potentiels. Elena était initialement hésitante. La grande ville ravivait des souvenirs qu'elle avait passé des années à enterrer, mais Rosa insista sur le fait que ce serait une occasion en or pour l'avenir. Peut-être était-il temps de faire face au monde à nouveau. Après tout, elle n'était plus la jeune fille timide qui avait fui la séparation. Maintenant, elle était une mère et une entrepreneur. Paula accepta de garder Violetta pendant les 2 semaines qu'Elena passerait à Barcelone. Embrassant le front de sa fille et promettant d'appeler tous les soirs, Elena monta dans le bus, se préparant au tourbillon des lumières de la ville, des accords commerciaux et de l'inconnu. À son arrivée à Barcelone, les premiers jours d'Elena furent un mélange d'excitation et d'épuisement. Le centre de congrès bourdonnait d'entrepreneurs ambitieux, d'hôteliers expérimentés et d'investisseurs potentiels. Les tables rondes couvraient tout, du tourisme durable à l'utilisation des médias sociaux pour attirer les voyageurs du monde entier. Au milieu de l'agitation, elle recueillit des cartes de visite, noua de nouvelles connaissances et fut agréablement surprise de la façon dont elle évoluait naturellement dans l'environnement professionnel. En fait, les nuits qu'elle passait à pleurer un amour perdu semblaient appartenir à une autre vie. Le 3e jour de la conférence, un commentaire fortuit d'une des participantes déclencha une chaîne inattendue d'événements. Elle entendit quelqu'un mentionner le nom Salcedo Industries. Son cœur se serra. Le nom était si distinctif qu'il ne pouvait être confondu avec rien d'autre. Pourtant, il n'était pas inhabituel que Salcedo Industries ait des intérêts commerciaux dans l'immobilier et l'hôtellerie. Le père de Nicolas, le défunt Don Ricardo Salcedo, avait fondé l'une des plus grandes branches de développement immobilier du pays. La mention la transperça complètement. Pendant une pause café, elle entendit 2 hommes discuter d'une prochaine présentation de Salcedo Industries. Apparemment, ils recherchaient des co-entreprises avec des propriétaires de boutiques hôtels. Le cœur d'Elena battit avec un mélange de panique et de curiosité. Nicolas serait-il là ? Se retrouverait-elle face à l'homme qui lui avait brisé le cœur et abandonné son enfant ? À la fin de la journée, sa décision était prise. Elle devait le voir. Elle devait savoir ce qu'il faisait de sa vie. Après tout, 5 ans s'étaient écoulés. Les blessures pouvaient encore faire mal, mais elle n'était plus la jeune fille effrayée qui avait fui la séparation. Maintenant, elle était Elena Vega, capable, résiliente et mère d'une belle fille. Elle lui ferait face si elle le devait. Son opportunité se présenta plus tôt qu'elle ne l'avait prévu.
Le lendemain, Salcedo Industries organisa une réception privée l'après-midi dans l'un des hôtels les plus luxueux de Barcelone. La rumeur voulait que Nicolas Salcedo lui-même soit présent. Alors qu'elle se préparait devant le miroir de son hôtel, dans une élégante robe de cocktail noir que Rosa lui avait offerte en guise de cadeau d'adieu, Elena sentit un nœud de nervosité. Elle appliqua un maquillage subtil, déterminé à projeter de la confiance. Il était temps pour Nicolas Salcedo de voir la femme qu'elle était devenue. Le destin les avait réunis. Pensez-vous que Nicolas reconnaîtra Elena ? Partagez vos réflexions et abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain chapitre de ce drame captivant. La réception des Salcedo Industries fut un événement grandiose, avec des lustres en cristal, de la musique de violon en direct et une exposition somptueuse de compositions florales. Elena arriva seule, serrant son invitation. Elle avait réussi à charmer un consultant plus tôt dans la journée pour l'aider à obtenir un laissez-passer. En entrant, elle balaya la foule du regard, le cœur battant fort dans sa poitrine. Elle aperçut Carmen Salcedo en premier. La vieille homme-femme glissait parmi les invités d'élite, resplendissante dans une élégante robe argentée. Son regard perçant balayait la pièce. Elena s'écarta rapidement, espérant éviter d'être repérée. Un tourbillon d'émotions contradictoires l'assaillit. La colère envers la femme qui avait saboté sa vie et la douleur au souvenir de la facilité avec laquelle Nicolas avait cru les mensonges de sa mère. C'est alors que la foule s'écarta près de la scène et Elena le vit, Nicolas Salcedo. Sa haute silhouette était vêtue d'un costume bleu marine sur mesure, avec une posture confiante, et son visage était aussi frappant qu'elle s'en souvenait. Ses poires socodas, ses cheveux sombres, étaient plus courts qu'elle ne s'en souvenait, et de fines lignes autour de ses yeux laissaient en deviner le stress de sa vie de haut niveau. Une vague de nostalgie la submergea, suivie d'une douleur si profonde qu'elle lui coupa presque le souffle. Elle se rappela ce que c'était de sentir ses bras autour d'elle, le ton grave de sa voix quand il murmurait son nom. Nicolas prononça un bref discours sur les nouvelles entreprises hôtelières de Salcedo Industries. Même à distance, elle pouvait sentir sa passion contenue, l'autorité dans son ton. Elle se souvint comment, autrefois, cette passion avait été dirigée vers elle, pour l'aimer avec la même ferveur. Tandis que l'auditoire offrait des applaudissements polis, il descendit de la scène serrant la main de potentiels investisseurs. Elle savait que c'était maintenant ou jamais. Rassemblant tout son courage, Elena se fraya un chemin à travers la foule. Chaque pas semblait irréel, comme marcher sur l'eau. 5 ans de questions, de regrets et de colère la transpercéante. Elle se rappela qu'elle n'était pas venue ici pour demander quoi que ce soit, mais voulait simplement tourner la page. Finalement, elle se retrouva face à lui. Un instant, il ne la reconnut pas. Puis la compréhension le frappa comme une vague. Ses yeux sombres s'écarquillèrent et il resta immobile. Toute apparence de sang-froid disparut de son visage. Elena respira comme si prononcer son nom confirmait sa réalité. Pendant une seconde, tout autour d'eux disparut. Le murmure des voix, le cliquetis des verres à champagne, les élégantes cordes du violon. Seuls les deux existaient dans cette bulle de tension non résolue. L'expression sur le visage de Nicolas était un mélange indéchiffrable. Surprise, curiosité, peut-être le plus léger soupçon de culpabilité. Elena respira lentement. Sa voix sortit ferme, ne trahissant aucun tumulte intérieur. « Bonjour, Nicolas. » Il déglutit, cherchant dans ses yeux une explication qu'il n'était pas sûr de mériter. « Je ne savais pas que tu étais ici. 5 ans se sont écoulés, acheva-t-elle pour lui. Son cœur battait fort. Elle pouvait sentir le regard anéantissant de Carmen Salcedo rôder dans la pièce, mais pour l'instant, elle ignora la vieille femme. « Tu as bonne mine. » Nicolas laissa échapper un demi-rire dépourvu d'humour. « Je ne pensais pas te revoir. » Son ton tremblait d'une émotion contenue. « Eh bien, la vie est pleine de surprises, » répondit-elle. Ni l'un ni l'autre ne savaient quoi dire ensuite. Le silence entre eux crépitait de ressentiment, de problèmes non résolus et de douleurs tues. Finalement, Nicolas fit un geste vers un coin plus tranquille près des portes du balcon. Elle le suivit. Son corps se raidit de tension. Sous la douce lueur des appliques murales ornées, il se tourna vers elle. « Elena, j'ai tellement de questions. Tu vas bien ? Où es-tu allée ?» Elle aurait pu répondre de 1000 manières, mais l'amertume des 5 dernières années exigeait qu'elle ne lui facilite pas la tâche. « Je vais bien, dit-elle, les bras croisés. Je me suis construit une vie. » Elle ne mentionna pas Violetta, du moins pas encore. Il hocha la tête, déglutissant de nouveau. « Il hésita, comme si les mots étaient coincés dans sa gorge. « J'ai entendu dire que tu avais quitté la ville. J'ai essayé de te retrouver. » Elle leva un sourcil, se souvenant des jours solitaires où elle avait attendu le moindre geste, la moindre tentative de contact. « Et as-tu vraiment essayé, Nicolas ?
Ou as-tu simplement laissé les mensonges de ta mère éclipser tout ce que nous avions ? À cette mention, son visage se tordit, tiraillé entre la culpabilité et la confusion. « Ne comprends-tu pas ? » ?»« Non, interrompit-elle. « Oui, je comprends qu'il t'était plus facile de croire que j'étais une chasseuse de fortune, que j'ai falsifié des lettres à un homme que je n'avais même jamais rencontré. Tu as cru ta mère ? Tu ne m'as jamais donné la chance de parler. » Il détourna le regard, la mâchoire serrée. « Je suis désolé de la façon dont les choses se sont terminées, Helena. Si je pouvais revenir en arrière et arranger ça, je le ferais. » Elle étudia le père de sa fille, autrefois son fiancé, maintenant pratiquement un étranger. L'envie de lui parler de Violetta surgit, mais elle ne pouvait pas s'y résoudre là, au milieu d'un événement public avec tant d'yeux curieux. De plus, ce serait une bombe, et elle ne voulait pas de public pour cette douleur. Avant qu'aucun d'eux ne puisse dire un mot de plus, Carmen apparut. Ses yeux se plissèrent alors qu'elle reconnaissait Helena. La voix de la vieille femme était pleine d'une politesse glaciale. « Helena, ma chère, quelle surprise de te voir ici. » Helena se tendit tandis que Nicolas devenait courrave. La présence de Carmen était un rappel poignant de la douleur qui les avait séparés. Reprenant son sang-froid, Helena recula. « Je partais juste, » dit-elle doucement, se tournant vers Nicolas. « Si tu veux vraiment parler, je serai au centre de conférence le reste de la semaine. Mais je ne te poursuivrai pas, Nicolas. Plus jamais. » Elle s'éloigna la tête haute, laissant derrière elle un Nicolas stupéfait et une Carmen furieuse. Le sang-froid d'Helena ne dura que jusqu'à ce qu'elle sorte de l'hôtel. Une fois dehors, elle s'effondra sur un banc voisin, le cœur agité. Les souvenirs l'envahirent. Ses fiançailles, la dispute finale, son visage éclairé par la douleur et la colère. Une partie d'elle voulait courir en arrière et tout raconter. Mais elle avait besoin de temps pour réfléchir. Plus important encore, Violetta passait en premier. Elle refusait d'exposer sa fille aux manipulations ou à la douleur de la famille Salcedo. Après la réception, Nicolas se retrouva dans une bataille silencieuse avec Carmen. La vieille femme était irritée, craignant que la réapparition d'Helena ne menace son monde soigneusement géré. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» insista Carmen. « Elle a toujours des vues tant on est sur ta fortune. » Il fixa sa mère. « Maman, s'il te plaît, ça fait 5 ans. Ça, ne penses-tu pas que, peut-être, nous nous sommes trompés ?» Les joues dorsales de Carmen rougirent en indignation. « J'ai fait ce que je devais faire pour te protéger. » Cette femme était un problème alors, et elle reste un problème maintenant. Si elle s'en souciait vraiment, elle ne serait pas partie sans un mot. Sa posture se raidit, une femme fière de ses privilèges, peu habituée à être défiée. Nicolas sentit une piqûre de pitié le traverser. Pendant des années, il s'était accroché à l'idée qu'il était la victime de la trahison d'Helena. Mais la revoir, digne et forte, sans s'excuser, fit s'effondrer cette histoire. Il rejoua dans son esprit les souvenirs des lettres falsifiées. Une partie de lui avait toujours douté de leur authenticité, mais il avait supprimé ses doutes. Maintenant, il lui hurlait en dessus, exigeant son attention. Plus tard cette nuit-là, dans sa suite d'hôtel, Nicolas ne put dormir. Il observe les lumières de la ville scintiller par la fenêtre, luttant contre ses remords. Il pensa à l'enfant qu'ils auraient dû avoir, si Helena avait bien été enceinte. Qu'était-il arrivé à cet enfant ? Un sentiment d'effroi lui tordit l'estomac. Et si un enfant existait vraiment quelque part ? Son propre sang, existant sans lui. Il avait écarté cette possibilité il y a longtemps, se convainquant que si c'était vrai, Helena l'aurait contacté. Mais peut-être avait-elle été trop dévastée ou trop fière pour le faire. De l'autre côté de la ville, Helena revint dans sa petite chambre d'hôtel, épuisée. Elle appela Paula pour prendre des nouvelles de Violetta. En entendant la voix joyeuse de sa fille, Helena éclata en sanglots. « Maman, j'ai attrapé une luciole !» s'exclama Violetta. « Tante Paula a dit qu'on pouvait la garder un peu dans un bocal. »« C'est merveilleux, ma chérie, répondit Helena. Sa voix tremblait de tendresse. « Assure-toi de la relâcher après l'avoir regardée un peu, d'accord ? » « D'accord, maman, je t'aime » gazouilla Violetta avant de passer le téléphone à Paula. La voix douce de Paula apparut au bout du fil. « Comment ça s'est passé ?» Helena ferma les yeux. « Je l'ai vue. Je ne lui ai pas parlé de Violetta, je ne savais juste pas comment. » La réponse de Paula fut prudente mais encourageante. « Tu n'as pas besoin de te précipiter. Réfléchis bien. S'il veut vraiment renouer, tu peux toujours décider si tu lui fais suffisamment confiance pour partager cette vérité. » Cette nuit-là, alors qu'Helena essayait de dormir, elle se retourna sans cesse, imaginant les issues possibles. Nicolas avait de l'argent et du pouvoir. S'il décidait de se battre pour la garde, son monde sécurisé pourrait s'effondrer. Pourtant, une petite douleur persistait.
Violetta ne devait-elle pas connaître son père? Nicolas ne devait-il pas voir la fille incroyable qu'ils avaient créée ensemble? Le lendemain, la conférence se poursuivit dans le palais des congrès animés. Elena se déplaçait entre les stands, distribuant des brochures sur la maison d'hôte de Rosa Jiménez, recueillant des contacts et essayant de ne pas balayer la foule du regard à la recherche de Nicolas. Vers midi, elle aperçut la silhouette familière de Carmen Salcedo, accompagnée d'une jeune femme vêtue d'un costume d'affaires impeccable et d'une expression sévère. Elle parlait avec un homme d'une agence de voyage. Avec prudence, Elena s'éclipsa avant que Carmen ne puisse la voir. Elle trouva un coin tranquille près de la terrasse et sortit prendre l'air. Elle ne pouvait pas risquer une confrontation avec Carmen dans un endroit aussi public. La vieille femme ferait probablement une scène ou porterait une accusation. La dernière chose qu'Elena voulait, c'était une perturbation devant des partenaires commerciaux potentiels. Alors qu'elle se tenait là, sirotant de l'eau et contemplant l'horizon de la ville, elle entendit une voix douce derrière elle. Elena Vega. Surprise, elle se retourna et vit une femme aux yeux bruns chaleureux et aux cheveux tressés, debout près de la porte. Elle lui semblait vaguement familière. Puis Elena se souvint que c'était Anna Chen, la consultante en hôtellerie qui avait posé des questions judicieuses lors d'un des séminaires du matin. « Oui, c'est moi », répondit Elena prudemment. Anna s'approcha, offrant un sourire poli. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous partiez en hâte. Je vous ai vu à la conférence. Vous faites la promotion de cette charmante maison d'hôte à Cadaqués, n'est-ce pas ?» Elena hocha la tête. « C'est exact. La maison d'hôte Port-Refuge. » Anna s'approche. Sa voix baissa en un murmure complice. « J'ai aussi remarqué que Carmen Salcedo vous fixait du regard tout à l'heure. Tout va bien ?» La question prit Elena au dépourvu. Elle se retrouva à regarder les yeux sincères d'Anna, se demandant combien révéler. Quelque chose dans le comportement bienveillant d'Anna la poussa à s'ouvrir, ne serait-ce qu'un peu. Disons que j'ai un passé compliqué avec la famille de Salcedo. Anna hocha la tête avec sympathie. Je le pensais. Je fais quelques travaux pour Salcedo Industries. Je ne suis pas une employée directe, plutôt une consultante. Mais j'ai vu comment Carmen opère. Elle est difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Elena laissa échapper un rire sec. C'est peut-être un euphémisme. Anna s'appuya sur la rambarde de la terrasse. Ce n'est peut-être pas ma place. Mais si vous avez besoin d'aide, de quelqu'un à qui parler, ou si vous souhaitez en savoir plus sur les projets actuels de Salcedo, je suis là. Des larmes refoulées montèrent aux yeux d'Elena, mais elle les retint. « Merci, murmura-t-elle. J'apprécie l'offre. Peut-être pourrions-nous prendre un café et discuter plus tard. » L'expression d'Anna s'adoucit. « Oui, j'aimerais bien. Je pense que vous méritez une certaine clarté sur les luttes internes de Nicolas Salcedo. Il n'est pas le méchant que certains croient, mais il a certainement commis des erreurs. Carmen a une emprise stricte sur lui, bien que je l'ai vu résister parfois. » Elena fronça les sourcils. Elle se rappela toutes les fois où Nicolas avait tenté d'apaiser Carmen, de gagner son approbation. Aussi proche que la mère et le fils aient pu être, ce lien les avait finalement séparés. Elle ne savait pas si Nicolas avait changé ou était toujours sous l'influence de Carmen, mais une partie d'elle voulait le découvrir. Elles s'arrangèrent pour se rencontrer autour d'un café le lendemain matin avant le début des séances de l'après-midi. Alors qu'Elena s'éloignait, une lueur d'espoir brûlait dans sa poitrine. Peut-être que la perspicacité d'Anna l'aiderait à décider si elle pouvait faire confiance à Nicolas avec la connaissance de leur fille. Le matin se leva, clair et lumineux. Elena et Anna étaient assises dans un café confortable près du palais des congrès, sirotant des cappuccinos dans un coin. Le bourdonnement du début de la matinée d'affaires circulait autour d'elles, offrant un fond sonore réconfortant. « Je dois l'admettre », commença Elena, remuant son café distraitement. « Je ne m'attendais jamais à discuter de la famille Salcedo avec une inconnue. Je ne suis même pas sûre par où commencer. » Anna croisa les mains sur la table. « Commence par ce qui te met à l'aise. Je ne jugerai pas. » Elena prit une profonde inspiration. Elle se retrouva à raconter à Anna sa romance tourbillonnante avec Nicolas, les fiançailles, la grossesse et la confrontation explosive qui l'avait chassée. Elle parlait d'un ton mesuré, mais sa voix tremblait au souvenir de la douleur. Anna écoutait attentivement. Son empathie était évidente. Quand Elena eut fini, elle se pencha en arrière. Ses émotions étaient épuisées. « C'est pour ça que j'ai disparu. Je ne l'ai plus jamais contactée. J'avais peur. J'étais en colère, honteuse, tout à la fois. » Anna expira lentement. « Je suis désolée que tu aies dû vivre cela, Elena. Je savais que Carmen était capable de sabotage, mais je n'avais jamais réalisé qu'elle irait aussi bas. Quant à Nicolas, il a changé ces dernières années.
Les yeux d'Elena se rétrécirent légèrement. Comment exactement? Anna posa sa tasse. Ne vous méprenez pas, c'est toujours un bourreau de travail. Il essaie toujours de plaire à sa mère, mais il y a une certaine tristesse en lui, comme quelqu'un qui a perdu quelque chose de précieux. Il est plus réservé maintenant, sourit rarement. On sent parfois qu'il regrette profondément quelque chose. Le cœur d'Elena se serra. Elle se souvenait d'une époque où le rire de Nicolas était contagieux, où sa joie dans les moments simples était sincère. La pensée qu'il n'était plus cet homme insouciant la rendait à la fois triste et soulagée. Donc, il ne s'est pas marié? Pas de grand mariage mondain? Anna secoua la tête. Il est sorti avec quelques femmes du monde, mais rien n'a duré. Carmen continue de le pousser à s'établir avec quelqu'un d'une autre famille influente. Il résiste. Je pense qu'une partie de lui attend toujours. Elena lutte contre l'envie de pleurer. Un tourbillon de culpabilité et de nostalgie monta en elle, mais elle se força à rester rationnelle. « Merci de m'avoir dit… » Anna lui serra doucement la main. « Elena, il ne sait rien de Violetta, n'est-ce pas ?» Elena croisa son regard. « Non, je ne pouvais pas. Pas après tout ce qui s'est passé. Alors peut-être c'est ta chance. Une chance pour la clarté, pour vous deux. Et surtout, pour elle. » Anna désigna sa tasse, indiquant que leur temps était écoulé. « La conférence commence dans 15 minutes. Pense-y. » Elena hocha la tête. Elles se dirent au revoir et Elena fut laissée seule avec ses pensées. Les mots d'Anna résonnèrent dans son esprit. Une chance pour la clarté. Pourrait-elle vraiment prendre le risque? Et si Nicolas les rejetait toutes les deux? Et si Carmen détruisait à nouveau sa vie? Cependant, au fond d'elle, Elena sentait que ce n'était pas seulement à propos d'elle. C'était à propos de Violetta, du droit de sa fille à connaître son père, et du droit de Nicolas à connaître son enfant. Ce jour-là, à la conférence, Elena ne put se concentrer. Chaque aperçu de Nicolas, chaque mention de son nom qu'elle voyait ou entendait, faisait battre son cœur. À la pause déjeuner, elle fit un pas décisif. Elle trouva Nicolas en train de parler à un groupe d'investisseurs. Il se tourna vers elle et cette fois, il n'y eut ni surprise ni confusion. Seulement de l'attente. « Nicolas, dit-elle, sa voix ferme, j'ai besoin de te parler, en privé. » Il hocha la tête, s'excusant auprès de ses collègues, et conduisit Elena vers un endroit plus isolé dans l'une des salles de conférence qui étaient alors vides. La porte se referma derrière eux, les coupant du bruit et de l'agitation de la conférence. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il, ses sourcils froncés d'inquiétude. « Tu as l'air… » « Enceinte, termina-t-elle, sa voix douce mais claire. Il y a 5 ans, quand tu m'as mise à la porte, j'étais enceinte, de notre fille. » Le visage de Nicolas pâlit. Il fit un pas en arrière, comme si elle l'avait frappé. « Quoi? Une fille? On a un enfant ?» Sa voix n'était qu'un murmure rempli d'incrédulité. « Elle s'appelle Violetta. Elle a 5 ans. Elle a tes yeux, Nicolas. Ton sourire. » Elena observe les émotions traverser son visage. Choc, incrédulité, puis une douleur profonde et déchirante. Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Pourquoi ne m'as-tu pas contacté? Demanda-t-il, la voix brisée. Comment aurais-je pu? Répondit Elena, les larmes lui montant aux yeux. Tu as cru que j'étais une chasseuse de fortune. Tu m'as mise à la porte. Ta mère, elle m'a menacée. J'étais seule, effrayée, et je n'avais personne vers qui me tourner. Je devais protéger notre enfant. Nicolas ferma les yeux, son corps tendu. Maman, j'ai toujours su qu'elle cachait quelque chose, mais… Les fausses lettres? Elle a dit que tu m'avais trahi. Elle a dit que tu ne reviendrais jamais parce que tu ne m'aimais pas. Il ouvrit les yeux, et ils contenaient une douleur profonde et désolée. J'ai été un idiot. J'aurais dû t'écouter, j'aurais dû te retrouver. As-tu essayé? Demanda Elena, sa voix empreinte d'amertume. Ou as-tu simplement accepté ce qu'elle a dit et continué ta vie? Il secoua la tête. J'ai essayé, Elena, je le jure. Mais Carmen, elle a coupé toutes les voies. Elle m'a convaincu que tu ne voulais pas être retrouvée. Elle a même engagé des détectives privés pour s'assurer que personne ne te trouverait. Elle a dit que c'était pour mon bien. Il s'approcha, sa voix pleine de désespoir. Laisse-moi la voir, Elena. S'il te plaît, je veux connaître ma fille. Je veux être son père. Elena hésita. Cela lui faisait mal de le revoir si vulnérable. Mais Violetta était tout pour elle, et elle ne pouvait pas prendre de risques. Ce n'était pas si simple, Nicolas. Elle ne te connaît pas. Elle n'a jamais eu besoin d'un père parce qu'elle m'a. Tu dois prouver que tu peux faire partie de sa vie, que tu ne lui feras pas de mal comme tu m'en as fait. Il tendit la main comme pour la toucher, mais s'arrêta. Je comprends. Je ferai n'importe quoi. Je vais arranger les choses, Elena. Je le jure, je vais arranger les choses.
C'est à ce moment-là que la porte de la salle de conférence s'ouvrit en grand et Carmen Salcedo apparut sur le seuil, le visage déformé par la fureur. Elle devait les avoir suivis. « Te voilà, tu essayais toujours de manipuler mon fils, chasseuse de fortune. Qu'est-ce que tu lui as raconté, Nicolas ?» Nicolas se tourna vers sa mère, les yeux remplis d'une colère inhabituelle. « Maman, ça suffit. C'est elle qui disait la vérité depuis le début. Les lettres, elles étaient infalsifiées, n'est-ce pas? C'est toi qui as tout organisé pour nous séparer. » Carmen pâlit, ses lèvres tremblèrent. Je te protégeais, Nicolas. Elle n'était personne. Elle n'était pas digne du nom Salcedo. Elle est la mère de ma fille, maman, rugit Nicolas. Tu m'as volé 5 ans de vie avec mon enfant. Tu as menti, manipulé et détruit notre famille. Les yeux de Carmen s'écarquillèrent. Elle regarda de Nicolas à Elena, puis de nouveau à Nicolas, la réalisation la frappant. Son comportement habituellement posé s'effondra, et elle recula comme si elle avait été frappée. Je balbutia-t-elle, puis s'éloigna précipitamment de la pièce, les laissant seuls. Elena et Nicolas restèrent silencieux. Cette fois, ce n'était pas le silence des problèmes non résolus, mais plutôt le calme qui suit une tempête. Nicolas se tourna de nouveau vers Elena, les yeux pleins de larmes. « Elena, s'il te plaît, donne-moi une chance, je veux rencontrer Violetta, je veux faire partie de sa vie, je veux que tu me pardonnes. » Elena le regarda, voyant non pas le magnate froid, mais un homme brisé qui avait enfin fait face aux conséquences de ses erreurs. Elle ressentait encore la douleur, mais la colère commença à s'estomper, remplacée par une compréhension tranquille. « Je te donnerai une chance, Nicolas, dit-elle, pour le bien de Violetta, mais tu dois gagner notre confiance, et tu dois prouver que tu ne te cacheras pas derrière ta mère ou tes responsabilités. » Il s'approcha d'elle et cette fois, elle le laissa prendre ses mains. « Merci, Elena, je ne te décevrai pas, ni elle. » Au cours des mois suivants, Nicolas entama un processus lent mais régulier de reconstruction de sa vie. Carmen, secouée par la révélation de Violetta et la réprimande cinglante de Nicolas, disparut brièvement de la scène publique, puis commença à se comporter avec plus de retenue, bien qu'avec une tension persistante. Nicolas, libéré de son emprise constante, consulta un thérapeute pour gérer sa culpabilité et comprendre sa dynamique avec sa mère. Ses rencontres avec Violetta furent d'abord maladroites, mais se transformèrent rapidement en pure joie. Nicolas se rendait à Cadaqués tous les week-ends. Il jouait avec Violetta sur la plage, lui lisait des histoires avant de dormir et la regardait rire, savourant chaque instant. Il passa également du temps à parler avec Elena, reconstruisant lentement la confiance qui avait été brisée des années auparavant. Ils parlèrent de leurs peurs, de leurs regrets et de l'avenir qu'ils pouvaient désormais tous deux envisager. La maison d'hôte de Rosa Jiménez prospéra, grâce au nouvel enthousiasme de Nicolas et à ses investissements. Elena, désormais associée plutôt que simple gérante, se révéla être une femme d'affaires habile et perspicace. Elle n'avait plus besoin de se cacher. 1 an plus tard, alors que Nicolas et Elena regardaient Violetta construire un château de sable sur la plage de Cadaqués, Nicolas s'agenouilla. Il ne sortit pas de bague, ne fit pas de discours enflammé. Au lieu de cela, il la regarda simplement dans les yeux. « Elena, je sais que c'est une grande demande, mais je veux passer le reste de ma vie avec toi et notre fille. Veux-tu être ma femme à nouveau? Cette fois, sans mensonge, sans secret, sans peur. » Elena sourit, des larmes coulant sur son visage. Elle se souvint de Santorine, de cette promesse qui avait été brisée. Mais c'était une promesse différente. Elle était construite sur la douleur, sur la rédemption et sur l'étincelle indéniable qui persistait encore entre lui et Elena. Leur histoire n'était plus celle de la trahison et de l'amour non réciproque. Elle évoluait vers une seconde chance, fragile mais farouchement reconquise. Un matin, alors que le soleil se levait sur le port, Nicolas trouva Elena en train de regarder Violetta construire un château de sable. Il la rejoignit, glissant doucement sa main dans la sienne. Elle ne se retira pas. Ils restèrent là dans un silence paisible. La brise océanique emportait les vestiges du passé. L'avenir n'était pas écrit, mais ils avaient de l'espoir et cela suffisait pour recommencer. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émotionnel, d'amour non réciproque, de trahison et, finalement, d'amour retrouvé. L'histoire de Nicolas et Elena nous rappelle que la vie peut prendre des tournants inattendus et que ce qui semble perdu à jamais peut trouver un moyen de revenir plus fort et plus audacieux. Si vous avez été ému par leurs épreuves et touché par leur seconde chance, nous vous invitons à soutenir l'esprit d'espoir en soutenant notre chaîne. Veuillez aimer cette vidéo, la partager avec des amis qui aiment un bon drame romantique et vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires captivantes, pleines de passion et de rédemption. Votre participation nous aide à continuer à vous apporter des histoires poignantes qui captivent et inspirent. Qui sait,
Peut-être que vous aussi trouverez votre seconde chance.